La pluie tombe, paraît-il, entre 15 km/h et 30 km/h. Sauf si le vent y met du sien. Je crois que je préfère les pluies de petites foulées, celles qui font un bruit léger. D'autres, bien sûr, ont d'autres envies. Ossip Mandelstam, par exemple, aime les pluies de haute vitesse et de forte intensité. Il y a très souvent pour lui, dans la pluie, la sensation du trop-plein, le saut des orages partout déchaînés, ou bien les astécos sous la pluie pètent la forme et tout Moscou, inondé donc, vogue en chaloupe. Ou encore, bien que 2 fois mort, je dois apprendre à vivre, et la ville délire de bonne fièvre sous la pluie. Il y a dans la pluie à grande vitesse, à fort débit, un enjeu de langage essentiel pour Mandelstam, qu'il exprime clairement, ou qu'exprime encore plus clairement la traduction audacieuse d'Henri Abril. L'épellation par les pluies du malheur qui bouillonne et les sonorités perdues, quel minerai nous les rendra. La pluie violente est l'élocution du poème qui réactive son malheur pour éventuellement, avec chance, en changer le signe à l'aide des sons archéologiques. Ainsi renouvelle-t-il le vieux et lyriquement déclassé, vocatif. Ô poésie, les orages t'exaucent. Et ce qu'il s'agit d'exaucer, c'est précisément un retour aux sonorités perdues et pleines de promesses. Et souvent, cérès de la fécondité était sur ses lèvres. La neige tombe en moyenne et hors vent à 3,6 km par heure. En moyenne et en vertu de ses 35 formes de flocons. Le ralentissement de la neige lui fait franchir un saut qualitatif, un mûrissement lentement, doucement, comme si il neige et on sent à nouveau dans un emmitouflement d'enfance. Même le sérieux Wallace Stevens le dit, quand il neige toujours aussi une petite enfance heureuse, utopique donc, à venir. One is a child again. Nous revoilà enfants. Mais ce qui se perd en route est aussi notable, le repos hertzien de la pluie. Il pluvine, pluviote, pleuvasse. Ou plutôt le bruit de la pluie claudique dans la cour, pendant que le goutte à goutte de la perfusion ne fait aucun bruit, sauf le lentement du lointain horizon guérison. Tout ce qui existe est vivant, ai-je lu, même les draps jaunes hôpital, même le livre, même la lampe allumée dans la nuit, même la peur qui se tient tapis tout près derrière le halo électrique. Le moyen de l'apaiser, je peux demander de l'aide à l'ange nouveau ASMR. Écoute et concentre-toi. Bruit blanc factice et en boucle de la pluie, mais proche sinusoïde de ton rythme cardiaque. Ondée douce sur un lac d'eau calme. Je ne pense pas, dit-il, que trompe d'eau sur un toit de tôle te convienne. Et maintenant, tout doux, tout flou, tout d'or. Ce ne sont pas encore les giboulées de mars, ni les avrils et d'avril, mais la pluie passagère me rebondit dessus comme sur un trampoline, m'éclabousse frissonnante dedans. Au cimetière catholique de Rome, il y a en plus, depuis la dernière fois, outre une flambant neuve boutique à carte postale, les restes de la Rosselli. Je suppose qu'elle aussi avait demandé la parole, ou demandé de l'aide à la parole. Comment se tenir fièrement au sein de février, de ventose, tandis que la fenêtre est ouverte sur les bruits amicaux à la fois angoissants de la rue. Comment ? Elle aussi, je crois, parler des anges qui ne savent pas tomber. Aimerait mieux la fine pluie qui tombe douce. Et je ne sais pas très bien ce qu'elle voulait dire par ange. Peut-être simplement tous les si et les pourvu que qui sont dans la langue, pourvu que je puisse assez compter sur, ou pour toi, qu'elle prononce bizarrement roi, et sortir ma main du piège, et tenir, et éventuellement, disait-elle, écrire. Laissons-nous s'entretenir et poser ma tête dans l'aumône de ta main, pendant que, regarde,
cette confusion contradictoire. Le lit est défait d'angoisse, comme s'il pleuvait, mais la pluie ne m'effraie pas, je le jure. La météo n'est donc pas seulement une façon de parler, assis sur le banc en commun, regardant le dôme de chaleur écraser la crête. Il paraît qu'on appelle cela, cette stagnation de sécheresse, un blocage oméga. Ou plutôt, la météo est une façon de parler. On dit souvent qu'elle relève de la fonction fatigue de la parole, que son rôle est moins de fonder du sens que d'établir une relation. Oui, mais alors, il faut dire du même mouvement que la relation précède le sens. D'une certaine façon, la météo est, comme le poème, l'entretien d'une série de liens avec le monde sensible, au sens où s'y activent toutes les sensations qui lui donnent ensuite, si on veut, mais ce n'est pas obligé, un sens cosmologique et politique et linguistique et érotique et ontologique et que sais-je. Prenons érotique au hasard, et voici que surgit E. Cummings, qui renouvela la poétique pétrarchiste de la comparaison amoureuse et l'usage du mot printemps grâce aux saveurs de la météo. Tu es comme la neige, sauf que plus pure, plus rapide, la pluie, sauf que plus douce et fragile. Lui qui aimait supprimer les espaces entre les mots et les signes diacritiques pour toucher mieux au sein même de la langue, avait pour la pluie et la neige une prédilection particulière, parce que celles-ci ne se contentent pas de tomber, elles tombent, puis atterrissent, restent et touchent. Elles sont de la relation, mise en acte. À vrai dire, il est possible que Cummings ait fait de tous les éléments météo une fonction du toucher, dans son monde rêvé de la proximité. Le vent est une dame aux yeux brillants et filets qui bouge au crépuscule et qui touche les collines sans raison. D'autres n'aiment ni la pluie, ni même sous sa forme neige, précisément parce qu'elles empêchent les relations. Marcel enfant, par exemple, que la pluie retient derrière les carreaux, craintif de Combray, tandis qu'il regarde sa grand-mère, heureuse et trempée, folâtrer sensuellement avec les éléments. Ou le même Marcel, plus tard, que la neige empêche d'aller s'asseoir près de Gilberte. Jean-Pierre Richard se demande à quoi tient donc cette importance météorologique dans le roman de Proust, et se répond à lui-même, d'abord par le lien constamment ici entre le motif du climat et celui névralgique de la santé. D'un certain point de vue, la littérature est le seuil de la santé, ou la tentative de s'y tenir, c'est-à-dire de trouver le lien, la place, l'autre, le tu, l'ouvert, le dialogue, ce qu'on veut, la joie. Ce que confirme aussi Wallace Stevens dans ses adagias, la poésie est santé, la poésie est guérison de l'esprit. Et pour lui, la météo participe de cette santé. Dans ses dernières lettres, alors qu'il se sent décliné, Stevens écrit souvent à ses correspondants qu'il préfère ou préférerait désormais ne plus affronter la météo. 1er juin 1950. Cette année, je commence à me dire qu'il sera bientôt agréable de rester assis plus ou moins en permanence au coin du feu. Ce sera agréable, rien que de rester au sec, à l'abri des torrents de pluie, de l'autre côté de la fenêtre. Pour Stevens, se retirer de son colloque avec le climat n'est pas forcément un regret, mais c'est au moins un renoncement au réel, dont la météo est une incarnation. Il devient indifférent d'y chercher le nœud vital, en français dans le texte, avec la vie. Pour Proust, au contraire, nettement plus idéaliste, sortir de la météo tourmentée est un souhait, parce que changeante comme le monde, elle est un obstacle voilant plus ou moins l'accès à une espèce d'outre-monde lumineux, stable et empli de connaissances. Ainsi, ces quelques lignes si plotiniennes de la prisonnière. Je crois bien qu'à mon agonie, quand tous les autres mois seront morts, s'il vient à briller un rayon de soleil, tandis que je pousserai mes derniers soupirs, le petit personnage barométrique se sentira bien aise et ôtera son capuchon
pour chanter « Ah, enfin, il fait beau ». Ainsi la mort aura moins d'importance, elle sera l'atteinte de la clarté s'il a enfin cessé de pleuvoir. Cette activation d'une relation convalescente au monde par la météo, par et grâce et avec, est ce que tente aussi Amelia Rosselli dans le texte Sanatorio écrit en français. Le tragique est que la météo ne comble fermement aucune attente, parce que la météo est toujours intrinsèquement attente, promesse ou crainte. Il est possible qu'elle soit le nom prosaïque du futur. C'est un autre souci que celui de Proust. Non pas que la météo cache le sens, mais que ses signes soient au fond illisibles, imprévisibles. Toi, pluie, amie légère, tu marches douloureuse et lente, et tombes sur les toits pour secourir. Stéphane Bouquet. Mesdames et messieurs, chers amis de la revue Poésie, nous sommes très heureux de vous accueillir pour fêter la parution d'un numéro double exceptionnel de la revue Poésie, intitulé Météorologique, numéro 191-192, conçu et réalisé par et avec Marielle Massé et Stéphane Bouquet. Poésie et météorologique, ou en d'autres termes, le temps est à la fête, quand rien aujourd'hui, sinon peu, donne envie de fêter. Ce numéro fera date par sa richesse, par sa variété, par l'intensité des questionnements qui le traversent. Et nous avons été heureux et fiers de travailler avec Stéphane, dont je salue en passant le dernier livre, tout juste paru aux éditions POL, Tout se tient, et nous tenons à Stéphane Bouquet. Et en tenant à lui, nous tenons à tout. Il est rare que la revue consacre un numéro double à un thème. La plupart du temps, vous le savez, elle voue ce genre d'entreprise à accueillir des pays, l'Italie, le Japon, la Corée, et parfois même, grâce à la folie de Claude Mouchard, des continents, comme les 2 numéros Africain et 2, qu'il avait conçus avec tant de passion. Avec Pierre Vinclair, en 2022, nous avions interrogé certaines tendances de la poésie française contemporaine dans un volume intitulé « L'agencement des mobiles », et cette même année, nous avions aussi publié un grand numéro double d'hommage consacré à Michel Deguy. Mais s'il est un numéro auquel météorologique peut s'apparenter, c'est sans doute le numéro des oiseaux que nous avions conçu avec Jacques Demarque il y a 6 ans déjà, en 2019. Leur proximité pourtant ne relève pas simplement du thème ou de l'inquiétude écologique qui parcourt le monde et la littérature, d'ailleurs sous le nom d'éco-poétique. Elle tient plutôt à un enjeu qui relève, pour une revue de poésie et de poétique, de ce qu'on pourrait appeler, vite fait, une philosophie de l'expression. Car, comme dans le mot phénoménologie, le mot météorologie articule l'expérience du monde, le phénomène là, les météores ici, et la logie, une autre expérience, celle de la langue, celle des langues, et sans doute aussi de l'argument et de la phrase. C'est parce que la langue de l'expérience est moins une évidence qu'un matériau et un défi que les poètes doivent, s'ils veulent prendre le parti des météores, tenir le compte des mots, c'est-à-dire le compte des noms communs et des noms propres, différence que la poésie, vous le savez, rend indéterminée. S'il parle de la pluie et du beau temps, ce n'est pas uniquement pour dire le temps qu'il fait, ou comme l'explique Tiffaine Samoyeux dans son texte, pour dire le temps qu'il ne fait plus, c'est pour inventer des formes par lesquelles l'expérience la plus quotidienne, la plus évidente, tiens, il fait moche aujourd'hui, une des données les plus simples et les plus immédiates de notre sensibilité, nous arrive aussi dans les mots, on vient de l'entendre, qu'ils inventent pour que cette expérience frais jusqu'à nous. La météo, comme le poème météorologique, quel que soit le sens que l'on donne à ce terme, relève de notre appartenance au monde en la relevant. C'est parce que depuis façon de lire, manière d'être, elle a toujours été attentive à ce frayage, c'est parce qu'elle ne cesse de mobiliser la poésie pour remarquer et décrire, accompagner et raconter les formes de vie. C'est parce qu'elle a fait tomber une pluie d'oiseaux dans un livre et que plus récemment, elle a attiré notre attention sur une question vitale, comment respirer dans un monde irrespirable, que Marielle Massé a eu l'idée de ce numéro. La gratitude que nous lui disons toutes et tous au comité est immense. Merci Marielle, merci Stéphane, le temps est à la fête. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Un week-end de Pentecôte, quelque chose des langues de feu à nous tomber sur la tête pendant ces lectures. Alors vous l'avez compris, ce numéro est né d'une amitié profonde pour l'œuvre de Stéphane Bouquet. Parce que s'il y a un poète météorologique aujourd'hui, météophile même, c'est bien lui, c'est bien toi. La météo, les sensations du temps, l'événement de leurs variations, qui sont les variations de la vie elle-même, de la vie vivante, sont, dans la poésie de Stéphane, une preuve du monde, une raison d'aimer ce monde, une façon de toucher le monde. Il considère même la météo, je le cite, par son instabilité ou sa continuité instable, comme tout simplement un autre nom de la littérature. Alors j'ai eu envie en effet de suivre sa pente, comme l'eau qui coule, et surtout de partager ses paradis. Les lecteurs des recueils de Stéphane Bouquet que vous êtes savent à quel point on a envie d'habiter ces paysages. Stéphane aime la pluie, moi aussi j'aime bien la pluie qui, comme l'esperluette, le hait de poésie, franchit d'un bond réparateur le ruisseau de la disjonction. La pluie qui nous fait le cadeau de sa dispersion, la pluie qui tombe doucement, suavement, et puis aussi la lumière changeante, le crachin, le vent chaud, la rosée. Et nous avons donc uni nos forces tous les deux pour faire tomber avec beaucoup d'autres qui sont ici présents une grande et belle averse de verre au cœur de la revue, afin qu'il cesse de ne plus pleuvoir ou de tomber n'importe quoi dans ce monde incertain et tremblant. Parce que notre conviction, c'est que la poésie sait penser ses variations. Elle offre ses dispositifs formels comme autant de capteurs des tremblements, de nos tremblements, des tremblements de notre corps qui frissonne, heureux, poreux, inquiet, et des tremblements d'une nature qui tremble aussi, qui respire et qui s'émeut. Ce sont plus de 50 textes, donc poèmes, traductions, études que nous avons rassemblés pour tenter de comprendre ça, le temps qu'il fait, le temps que nous nous faisons, le temps qui se gâte, toutes ces façons d'éprouver le ciel et de le dire en poème. De le dire parce que tout le monde le sait, parler de la pluie et du beau temps, c'est l'une des formes simples de la conversation. La météo délie et relie les langues et relie les parleurs, surtout quand ils croient qu'ils n'ont rien à se dire. Nous avons voulu réfléchir d'abord à cette place du temps dans la parole et dans la vie de la langue. Barthes, météophile, lui aussi météopathe en fait un peu, s'y était déjà intéressé. Il s'émerveillait par exemple des précisions de la langue grecque, aer, qui disait l'état du ciel, eudia, le beau temps, galéné, le calme sur la mer. Et dans chaque langue, en réalité, les phénomènes météorologiques constituent une zone très particulière, une zone animée, substantielle, pleine d'ancienneté et de force sensible. Brume, par exemple, est issue de la contraction de brevissima, la journée la plus courte de l'année, par conséquent l'arrivée du froid et de ses condensations. Hiver vient de hiems, d'une racine him que l'on retrouve dans Himalaya, mon Paul. Et Varron, l'auteur du De Lingua Latina, voyait une parenté absolument atmosphérique entre l'hiver et l'hiatus dans l'ouverture de la bouche. Je le cite, « L'hiver, l'âme est apparente dans la petite buée qui naît de notre souffle ». J'aime particulièrement cette buée d'ailleurs qui nous vient du gallo-romain bucata, la lessive, il bucato est resté en italien, la lessive qui fait la vapeur. Et les femmes en Bretagne font encore la buée, elles buent. Il arrive aussi que tout un système lexical bouge parce que le temps change trop. Dans la culture japonaise, où le monde entier se laisse classer et sentir selon les catégories de la météo, et plus précisément, vous le savez, selon les mots de saison qui sont l'une des contraintes du haïku,
Dans la culture japonaise, les violences de l'histoire sont venues percuter l'expression du temps qu'il fait. Hiroshima-ki, mémoire de Hiroshima, fait désormais partie du répertoire des mots d'été, comme le 14 juillet, par exemple. Mais la catastrophe a surtout été perçue comme une explosion de la saison, un hiver du cœur, une saison de la non-saison. Et plus récemment, d'ailleurs, l'entrée ou non de Fukushima-ki dans le répertoire des mots de saison a fait l'objet d'une rébellion de la part des poètes qui, pour beaucoup, considèrent que cette scansion-là du temps n'a plus de sens dans un moment de catastrophe. Et il y a plus quant à la langue, Martin y a déjà fait allusion, parce que les phénomènes météorologiques engagent aussi des comportements grammaticaux très particuliers, par où le monde trouve des façons de se conjuguer lui-même en quelque sorte. Quelque chose s'ouvre, en effet, dans les langues et dans les modes de prédication, quand la grammaire va à la rencontre des pluies, des vents, qui débordent très vite l'idée de ce que c'est qu'un sujet, une action, une circonstance, un espace. Martin a étudié cela dans le numéro, moi aussi un petit peu, Frédéric Ildefonse également. Et devant ces cadeaux de la langue, nous avons surtout voulu comprendre le rendez-vous très particulier que la poésie a, et depuis longtemps, avec la météo. Nous avons voulu saisir la manière dont ce rendez-vous est honoré dans des cultures et des poétiques très diverses, et puis considérer ce qu'il devient à l'ère des bouleversements climatiques. Il y a eu dans l'histoire de la poésie des moments de véritable identification entre le fait poétique lui-même et la météo, les combats atmosphériques d'Homère ou de Lucrèce, traduit de manière absolument splendide dans ce numéro par Marie Cosnay, les délicatesses du haïku, les rêves climatiques de Milton, qui s'imaginait évoluer dans l'air, qui s'imaginait changer en vent-pluie. I am metamorphosed into a rain wind. Il faut évidemment aussi parler des beautés météorologiques de Baudelaire et d'un très long romantisme qui irait de Goethe à Emily Dickinson. Et on pourrait citer tout près de nous le recueil Météo de Zanzotto, évidemment. Et puis les épopées atmosphériques d'Ethel Adnan, qui regardait le climat comme une grande créature vivante, une sorte de bête dont le souffle nous touche ou s'éloigne de nous, et qui voulait comprendre ce qu'elle appelait le projet du brouillard. Le brouillard a un projet, disait-elle. Plusieurs auteurs ont réfléchi pour nous à un moment clé, celui de l'émergence d'une sensibilité météorologique intense à la fin du XVIIIe siècle et l'apparition d'un mois météorologique qui coïncide avec la naissance du journal intime. Vous connaissez sans doute le beau livre de Pierre Pachet sur l'apparition, l'invention du journal intime et de la subjectivité qui vient avec, qui s'intitule, d'après Rousseau, « Les baromètres de l'âme ». Ce numéro accueille aussi des cultures climatiques très différentes, les arts divinatoires de Grèce, d'Afrique, les ciels d'Ozu, les climats du Chili, parce que le Chili s'étire tellement comme un ruban très étroit au long de l'océan, qu'il connaît davantage de différences climatiques que saisonnières. Le nord est aride, c'est l'un des déserts les plus importants au monde. Le centre est méditerranéen et j'ai regardé sur la carte, j'ai vu que cette douceur commençait dans un lieu qui s'appelle La Serena. Et le sud du Chili est pluvieux, humide, océanique. Le grand poème du Chili de Gabriela Mistral, magnifiquement traduit ici par Irène Guéraud, parcourt ces trois étapes du temps, ces trois climats pour un seul pays. Et notre numéro incarne enfin, avec de nombreux et de nombreuses poètes actuels que nous allons entendre dans un instant, la véritable passion climatique de l'époque contemporaine, au double sens de ce mot, passion, une ardeur et un pâtir. Parce qu'aujourd'hui, la météo s'inscrit dans un vaste récit de la perte. Les nuages, les merveilleux nuages de Baudelaire, ont toujours leur grâce, mais ils rencontrent d'autres météores, nuées toxiques, traînées de poudre, précipitations illisibles. On pourrait dire que
la sensation du temps qu'il fait est en train de passer d'un régime de la variation à un régime de la perturbation-destruction, comme l'écrit dans ses pages Jean-Patrice Courtois, et comme le disent avec une immense clarté concrète les poèmes d'un Brésil de canicule et d'inondation, traduits par Marcelo Jacques de Moraes. Alors on aimerait croire encore aux tempestaires, aux guérisseurs de vent, capables d'éloigner la foudre, la grêle. On voudrait bien faire revenir les faiseurs de pluie, mais on doit se reconnaître plus que jamais exposé, radicalement exposé au temps qu'il fait. Un mot de la langue anglaise qui m'a été soufflé par un de mes étudiants, Lou Ellingson, m'a aidé à penser tout cela. C'est le mot weather et son doublon verbal weathering. Il construit la question météorologique très différemment de notre temps. Et c'est une chance, sous un ciel à l'instabilité nouvelle. On pourrait dire qu'aucun mot ne manque jamais pour dire un nouvel état du monde. D'ailleurs, il suffit de traduire, il suffit de relire, il suffit de poétiser, de se reposer sur la force des langues imparfaites, oui, mais parfaites en tant que plusieurs, comme nous l'a enseigné Michel Deguy. Alors, weathering, c'est un verbe à sens contraire. Il désigne le fait d'être exposé aux éléments. Il désigne aussi le fait que les éléments nous exposent à leur force. Mais dans cette exposition, il désigne aussi bien l'usure que l'endurance, la destruction que la résistance. Une chose et son contraire, la vie et la mort sous le ciel. Weathering, c'est tout ensemble s'abîmer et s'en sortir, recevoir le temps comme une malédiction et comme une chance, sans que ces sens ne semblent franchement opposés. C'est un mot pour aujourd'hui, pour le temps bizarre qu'il fait aujourd'hui. C'est un mot qui aide à rompre avec le déni de la vulnérabilité. Et je pense avec ce mot à l'acquiescement si étonnant qui accompagne l'averse dans la drôle de performance de Marcel Broters, je ne sais pas comment prononcer son nom, qu'il a donné en 1969, qui s'intitule « La pluie, projet pour un texte ». On y voit l'artiste s'acharner à écrire, vous allez le voir, en plein air, sous la pluie battante qui détrempe son jardin à Bruxelles. Tout prend l'eau, mais il poursuit, sans impatience ni découragement, jusqu'à finalement poser la plume, comme on rendrait les armes, calmement, et une sorte de fragilité souriante se dégage dans ces images. Alors je finis par là, le temps qu'il fait est peut-être notre dernier Dieu, comme le suppose dans notre volume Frédéric Ildefonse, le dernier Dieu auquel nous nous sachions soumis, un Dieu à éclipse. Et le fait que par les temps qui courent, un Dieu comme celui-là continue de prodiguer des douceurs parfois inouïes, ce n'est pas la moindre de ses puissances. La pluie descend, bientôt le soleil reparaît, avec lui la tiédeur. Le monde est là, par moments merveilleux et offert. Et je crois que la poésie s'emploie précisément à ce que ce monde continue d'être désiré, et nous sommes là pour ça, n'est-ce pas ? Merci. Je vais juste dire deux petits mots, pardon. On a décidé d'inviter les poétesses, les poètes, les écrivains, les penseurs, les historiens qui ont contribué au numéro à intervenir selon les grandes sections qu'on a composées pour ce numéro. La première s'intitule « Dire et penser le temps qu'il fait ». Elle parle de ces lieux de la langue et de ces moments de l'histoire littéraire où la météo est devenue l'une des catégories essentielles de la perception, de la sensation et parfois même des sensations politiques. Merci. Oui, sensation politique, c'est un mot qui me
une expression qui me parle fort. Claude Mouchard, je précise. Je m'appelle... Ah oui, il m'appelle comme ça. On va t'empêcher de parler. Ah d'accord. Donc merci à Marielle, merci à Martin de m'avoir proposé, invité dans ce très beau numéro, extraordinaire numéro, vraiment. Moi, ici, dans ce numéro, ma contribution ne consiste qu'en une reprise de quelques pages d'un volume déjà ancien, consacré à la littérature du XIXe siècle, et sous le titre « Un grand désert d'hommes ». Donc désert, effectivement, avec quelque chose de météorologique. Je lis quelques extraits, quelques pages vraiment très brèves, donc rapidement. Je suis parti de Chateaubriand et j'écris ceci. La sécheresse moderne, il s'agit beaucoup de sécheresse, un grand désert d'hommes. La sécheresse moderne, Chateaubriand la caractérise par de crissantes formules. Je cite. Un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie. Fin de citation. Ou encore, un vent du nord sec et froid. Fin de citation. Et encore, une odeur de chlore. Je passe un peu plus loin dans mon texte, dans la citation de mon texte. La peau de ma tête se dessèche. Ce cri, fin de citation, ce cri claque dans une saison en enfer, un peu plus de 30 ans après la mort de Chateaubriand. Rimbaud, avec sa puissance de raréfaction, dit le désert. Je cite, « Pitié, Seigneur, j'ai peur, j'ai soif, si soif. » Fin de citation. Bien des pages de Rimbaud disent l'humidité, le flot, le déluge. Mais d'autres raclent la gorge de sonorités arides. Je cite, « Que pouvais-je boire dans cette jeune oise ?» écrit Rimbaud, en un vers de 11 syllabes, dans Larmes. Ce poème est la proie d'une sonorité obsédante. Boire, voix, noir, bois, noisetier, oiseau, oise, villageoise. Il n'y manque guère que soif. Boire chez Rimbaud peut être dangereux. Accepter de boire, c'est ingérer ce qui fait aussitôt un lien trop immédiat, substantiel. Je cite, « Que faut-il à l'homme ? Boire ». Fin de citation. C'est ce qu'affirment cauteleusement, en 7 syllabes, les parents ou les grands-parents, les grands, dans le dialogue intitulé « Comédie de la soif ». 1872. Et le moi de Rimbaud, dans le texte de Rimbaud, de rétorquer « mourir au fleuve barbare », avec rime à boire, barbare, boire. Le risque inverse est de laisser passer l'instant de boire. Je cite toujours Rimbaud, « dire que je n'ai pas eu souci de boire », dit encore le dernier vers de Larmes. C'est une autre version de ce poème qui est incluse dans une saison en enfer. Après 4 vers aux images météorologiques merveilleusement instables, le vers ultime donne à la soif une portée légèrement différente. Je lis 4 vers. Rimbaud. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. Fin de citation. Dans une saison en enfer, tout ce qu'il y a d'équivoque, chance et danger à boire se condense dans le poison. Le mot fait un écho de plus au mot de Larmes. Citation. « J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. 3 fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent, la violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier, c'est l'enfer. » Fin de citation. Rimbaud est-il ininterprétable ? Chacune de ces phrases est une crête
où s'unissent des sens divergents, des valeurs inconciliables. Lecteurs, nous tombons d'un côté, de l'autre. Nous dévalons l'une ou l'autre pente. Sa soif, cependant, a une vérité élémentaire. Elle révèle la sécheresse dans l'élément le plus connu. L'enfer, le désert ne sont pas en dessous ou au loin. Ils brûlent dans l'air et nous les respirons. Merci. Et maintenant, Armelle Cloarec. Donc dans la première section, hein, toujours, de la revue. Merci à la revue et merci à tous ceux qui se sont déplacés. J'ai fait un montage avec des extraits du texte qui est publié. Dans ce que la météo annonce, il y a une marge d'incertitude. Surtout, il y a le microclimat qui ruine la science de la météorologie. Il peut pleuvoir à Quimper et faire beau à Fouesnant. La météo du vacancier repose sur un savoir plein de désirs. Et il conclut, il faut aller voir, car on ne sait jamais. Et c'est double plaisir si le mauvais temps annoncé ne se rencontre pas et si la science s'est trompée. Le mauvais bulletin démenti est alors l'accueil heureux et toujours réciproque d'un « il fait beau ». De ce « il fait beau », la poésie est, à sa manière, le diapason. Elle transcrit ce « il », ce faire si singulier. Jérôme K. Jérôme le remarque. L'individu qui prophétise du mauvais temps ne suscite en nous que d'amers sentiments de vengeance, que son oracle se vérifie, et nous voilà devenir encore plus fâchés contre lui, obscurément pénétrés du sentiment qu'il y est pour quelque chose. Cette manière humoristique de rendre responsable quelqu'un du mauvais temps est aujourd'hui devenue impropre dans son ton, mais vraie dans son contenu. À ceci près que ce n'est pas quelqu'un en particulier, mais l'homme qui intervient sur le temps qu'il fait. Ainsi est-il devenu capable d'exaucer la prière pour la pluie présente dans toutes les religions. Du chlorure d'argent lancé par des roquettes sur les nuages suffit à déclencher l'averse. Surtout, il est responsable du réchauffement climatique et des catastrophes qui suivront et suivent déjà. Inutile de développer. Les cartes parlent, non pas celle de la cartomancie, mais par exemple, une carte primée à un concours de l'IGN, celle des zones qui, à l'horizon 2100, seront, je cite, exposées à des aléas de submersion, risque fort à très fort. Elle est confondante, parce que tragique et d'une incroyable beauté, les deux. Autour de la pointe de Pinmar, elle montre les 2000 bâtiments qui seront submergés, comme des points brillants vus d'avion la nuit sur un bleu intense, celui de l'avancée de la mer, qui dessine de nouveaux contours, de nouvelles côtes. Sur cette carte, la terre et la mer, dans leur position actuelle, la terre et la mer sont du même bleu, un bleu ciel, le sceau d'une unité qui, elle, a probablement déjà été recouverte. Le baromètre de Jérôme K. Jérôme ressemble à celui du capitaine de Typhon, cet insensé, auquel l'instrument météorologique ne dit rien, pas plus que le livre de navigation et le chapitre sur les tempêtes qu'il consulte ne lui apprennent quoi que ce soit, alors que le typhon est déjà là. Un livre, dit-il, comme une avalanche de mots. Le capitaine ne changera pas sa route. La cause, le dollar. Sur le pont où tombent des tonnes d'eau, ses paroles et celles de son second sont sublimes. En mode télégraphique, elle surmonte le fracas, le vent, les vagues. Elle donne une expression et s'oppose en action à ce qui est terrible. Où est ici la météo ? Elle apparaît souvent comme l'avant-poste de la climatologie, où celle-ci distille quelques exemples des catastrophes à venir et présentes.
Et si le climato-sceptique a encore de beaux jours devant lui, c'est sans doute qu'en croyant qu'on le trompe, il trouvera toujours quelque occasion d'avoir raison. C'est surtout qu'il est la figure figée et inversée de l'homme climatique que nous sommes. Car la vie est climatique. Un changement de temps suffit à recréer le monde et nous-mêmes. Le plus remarquable, l'accord monde nous-mêmes. Et si un certain parler attache l'humeur, le fait d'être bien ou mal luné, aux astres, si la langue garde un œil sur le rapport de la sérénité et d'un ciel serein, du soleil à un visage radieux, ou si encore, tout autrement que pour les Grecs, rappelle Hölderlin, le ciel se présente ainsi. L'homme peut aller avec le divin se mesurer, non sans honneur. Dieu est-il inconnu? Est-il comme le ciel, évident? Je le croirais plutôt. Telle est la mesure de l'homme. Cela est à présent recouvert, en passe de l'être, sans mesure possible, sans carte. Il n'empêche, et nous vivons là, dans ce préclaré, il n'empêche. L'arrivée de la pluie sous un grand soleil, la nuit en plein jour avec l'orage, le soir d'automne dans une ville et le chevauchement d'une douceur encore estivale et d'un éclairage de soir d'hiver déjà, donnent un sentiment de vie intense. Où et quand? Le temps qu'il fait et le temps qui est ne sont plus détachables. Ils sont ensemble, comme dans le bruit identique d'une cuillère contre une assiette ou d'un marteau contre la roue d'un train. Ils sont ensemble devant le petit bois. Oui, c'est Proust qui passe ici en audioguide. Justement, on aurait bien aimé lui demander quelle est la part de l'air et celle de la lumière dans ce contact de lieux et de moments éloignés qui se retrouvent, se retournent sur une première fois et disparaissent, laissant une alerte sans texte. Une promesse de bonheur? Non. Un bonheur déjà. Impossible d'articuler distinctement urgence, sinon poétiquement, pensivement, où l'être se prononce. Veuillez répéter, je n'ai pas compris, dit l'époque sur une voix de synthèse. Mais comment? Comment sauver le climat en dehors de la vie climatique, ce sentiment de soi? Tout en agissant, peut-être faudrait-il entendre, comme le second de Typhon, Dux, en plein naufrage, une voix humaine, celle du capitaine, une voix humaine, ce son fragile et triomphant, où l'infini de la pensée repose, et la résolution, et le dessein, et qui, le jour du jugement, lorsque les cieux seront roulés, formulera la confiance. De nouveau, il entendit cela, une espèce de cri venu de très loin, dire « c'est bien ». Après la prévision, les phénomènes, c'était le premier titre du poème, du long poème que nous a donné Virginie Poitrasson. À présent, il s'appelle « Circulation ». Nous l'écoutons. J'observe les phénomènes traversant le ciel. Ils sont nombreux à s'imprimer sur nos pupilles. Certains rétrécissent au fil de la journée, d'autres, plus prédateurs, se saisissent brutalement d'un moment. Et il y a ceux, comme des plumes, qui tombent au hasard sur les terres lointaines et abondantes avant de s'éloigner. J'observe leurs lignes, leur action et combinaison incessante d'air, d'eau et de feu, leur profil à l'horizon, leur aspect changeant, leur masse disparate, leur déroulé, leur lumière disputée à chaque heure et dans la prolongation du jour. Invisible, l'atmosphère presse la surface de nos corps, chacun de nous en portant inconsciemment une partie. L'atmosphère réchauffe et rafraîchit, aspire les vapeurs, les retient suspendues en voûte de nuages et les déverse déroulantes le long de nos épaules. L'atmosphère reçoit, transforme, disperse et fait circuler.
Elle reflète et réfracte chaque entrelac de soleil sur nos corps. Elle a une teinte azurée, et quand elle est altérée par ses propres molécules aqueuses, elle renvoie ce blanc si éclatant. La lumière, elle, suit une ligne brisée chaque fois qu'elle passe d'une couche d'air dense à une autre plus fine. Je répète. La lumière, elle, suit une ligne brisée chaque fois qu'elle passe d'une couche d'air dense à une autre plus fine. Pourtant, il s'agit toujours du même ciel. Un ciel ouvert, absolument noir et absolument vide. Un ciel révélant une absence telle au point que rien est ce qu'il y a même au-delà de la lumière, que rien est ce qu'il y a même au-delà de nous. Les premières lueurs du jour pointent au-dessus des nuages, amenant du vent. Comme elles se diffusent à l'horizon, le ciel devient clair. C'est un ciel feutré, un ciel pâle et bleu, présage de beau temps, où de fins cirrus aux contours indécis amènent de légères brises. Des nuages à forme arrêtée, aux teintes de plumes, nous suivent tout du long. De plus vastes se forment sur les hauteurs et nous nous y accrochons, en nous y maintenant coûte que coûte. Lorsqu'ils s'accroissent et descendent, nous voilà précipités dans une cavalcade de terreur et de débris. Et c'est un ciel bleu foncé, aux nuances renversantes qui se déploient, aux nuages massifs et épais, aux contours durs comme l'effroi. Plus ceux-ci sont roulés, tourmentés, déchiquetés, plus ils annoncent de vastes bourrasques. Et, peu à peu, le temps devient remarquablement clair à l'horizon. Une brume mince court en sens inverse des masses épaisses. Des silhouettes, d'ordinaire invisibles, se distinguent au loin dans le ciel jaune pâle, allant vers le couchant. Et ce sont des teintes rouges, orangées ou roses, et ce sont des teintes grises, violettes ou bleutées qui s'esquissent, se greffent les unes aux autres, s'en mêlent, se contaminent, irradient, s'amplifient, nous inondant, dévalant, nous étourdissant, ne nous laissant que plus approximatifs. Ces phénomènes suivent un mouvement périodique, capable de durer indéfiniment. Quand l'été arrive et que rien ne l'arrête, ils se répètent, même vitesse, même couleur. Ils prennent la forme d'une rencontre, en lieu et place de nos corps, outils atmosphériques, à la renommée de tonnerre, saturés de lumière, au son si nu, galopant dans la poussière. Rien n'approche d'un chant fleuri comme ils le font, martelant la terre en de subtils intervalles respirés, pressentant chaque fleur, du plus petit bouton surgissant à la corolle presque affadie, nos corps, à la pointe de l'articulation du soleil et de l'herbe, sentant l'adhérence des grains de poussière déposés sur nos membres, frôlés par un nuage, un fil ténu d'araignée, et les duvets volants qui, trop légers, tombent au ralenti, affleurant les brins. Tant de choses circulent à travers nous, avant que les particules, les poussières mêlées à nos corps se secouent, se poussent dans les intervalles, courent, se réunissent, et de nouveau se dispersent. Mais même après s'être retirés, nos corps continuent de sentir dans les airs la trace des morceaux premiers des choses, ce que c'est que d'être ballottés dans le grand vide, tels des tourbillons, au-dessous desquels se tiennent ces mouvements de matière, clandestins et aveugles. Merci. Le poème que vous avez peut-être observé sur l'écran est un poème de Suzy Bielac et Fred Schmaltz, traduit pour nous par Claire Polian, et qui décrit les effets remarquables du vent, non pas sur la mer et sur les arbres, comme c'est le cas dans l'échelle de Beaufort, que vous connaissez, vent, force 3 à 4, les petites branches se cassent, petits rouleaux sur le calme des ondes, etc. Mais sur le corps et sur la maison, sur le corps, traces de sel sur les avant-bras pour une très légère brise.
redresser les poils du cou, douleur dorsale pour une jolie brise. Et sur la maison, poussière dans la cuisine pour une très légère brise. Hérisse la moquette pour une jolie brise. Expulsion des habitants, arrivée des avocats, fleuve de meubles pour une tempête. Voilà, merci Claire. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Ah. Martin, maintenant, pour quelques mots sur à la fois un texte à propos des météorologiques d'Aristote qu'il a traduit et pour ce texte sur les expressions météorologiques qu'il a écrit. Oui, merci Marielle. Dans le comité, il y a une blague qu'on fait souvent. Martin va encore nous parler d'Aristote. Donc, et de Kant. Mais là, c'est Aristote. Oui, en effet, j'ai traduit un texte important de Malcolm Wilson sur l'unité des premiers livres météorologiques d'Aristote, juste pour vous expliquer la portée de cette question. Aristote est le premier philosophe de l'Antiquité à avoir consacré un texte théorique, philosophique, à la question de la météorologie. Et s'il le fait, c'est pour une raison qui ne nous est pas du tout étrangère, c'est qu'il s'interroge sur le type de causalité à l'œuvre dans ces phénomènes. Et Aristote commence ce livre, qui a une postérité énorme à la fois dans la philosophie arabe et dans la philosophie médiévale occidentale, en étant passé par Averroès, etc. Commence en disant, en fait, les phénomènes de la météorologie, ce sont un peu comme les phénomènes de l'éther, c'est-à-dire des phénomènes qui répondent à des lois de causalité nécessaires, etc., mais ils sont un peu plus désordonnés. Alors, pour un penseur de la causalité, c'est compliqué de dresser des réflexions, des argumentations, pour réfléchir sur des causalités désordonnées. Et c'est pourquoi les aristotéliciens n'aiment pas les météorologiques, et c'est pourquoi Poésie voulait leur balancer les météorologiques, pour leur dire, regardez ce que Aristote fait quand il pense la causalité de la météo. Et donc ce texte, qui pourra vous paraître un peu technique, il répond à une seule question merveilleuse. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit que le temps est changeant ? Qu'est-ce qui change quand le temps change ? Qu'est-ce qui du temps change quand il reste le temps, mais qu'il change ? Alors le deuxième travail que j'ai accompli dans cette première section de la revue, Marielle y a déjà fait allusion, c'est un objet, on va dire, encore plus, comment on peut dire, grand succès, c'est la question des verbes de météorologie. Il n'y en a pas beaucoup, des verbes de météorologie, mais il pose des questions tout à fait extraordinaires, et je vais juste dire pourquoi, et pourquoi il intéresse la poétique. Et mon travail ne consiste pas seulement à m'interroger sur cette grammaire et cette logique des verbes météorologiques qui pose un problème très simple, qui est un problème d'ontologie du langage, d'accord, qui est le rapport entre sujet et prédicat. Quand vous dites pierre tombe ou la pierre tombe, vous distinguez un sujet et un prédicat. Il y a quelque chose qui tombe, et donc il y a une distinction, d'accord, entre un sujet et le phénomène, une distinction entre ce qui arrive et ce qui est la chose à laquelle cette chose arrive. D'accord ? Ça ne marche pas avec la pluie. La pluie tombe, il n'y a pas quelque chose comme la pluie d'un côté et le fait qu'elle tombe de l'autre. D'accord ? Et donc il faut une autre ontologie du langage, tout simplement. Et cette ontologie, c'est une ontologie que plusieurs linguistes ont essayé d'approcher. Elle est très très compliquée, parce qu'elle dément, si vous voulez, toute la manière dont nous pensons le monde. Et on parle de logique événementielle, par exemple, ou de logique atmosphérique. Alors pourquoi s'intéresser à cela dans une revue de poésie et de poétique ? Tout simplement parce que aujourd'hui, la scène éco-poétique, le souci éco-poétique que partagent tant de poétesses et de poètes contemporains, il me semble qu'elle est sinon bloquée, du moins elle en reste à une scène énonciative qui est une scène que j'appellerais benvenistienne, qui est la scène dans laquelle un je parle à un tu, et la troisième personne, c'est ce qu'on appelle en grammaire benvenistienne le délocuté, c'est-à-dire la non-personne. Et pour illustrer cette thèse, donc le je et le tu, je parle à Marielle en lui disant tu, Marielle me parle en me disant tu et en disant je, donc c'est une scène réciproque. Et Benveniste dit la preuve même
que la troisième personne n'est pas une vraie personne, c'est que c'est celle des verbes de météo. D'accord ? Et donc il dit, ben voilà, ça ne peut pas être une personne, puisque quand on dit il pleut, il n'y a personne qui pleut. Alors, la question est la suivante. Est-ce que nous voulons maintenir une scène énonciative benvenistienne pour dire la nature ? À ce moment-là, nous parlons de la nature comme une personne délocutée, c'est-à-dire une non-personne. Ou est-ce que nous voulons essayer de penser une autre ontologie du langage qui permette à des poétiques contemporaines, décidément les micros n'aiment pas du tout qu'on critique benveniste, apparemment, si on veut sortir de cette scène benvenistienne, il faut revenir à une autre grammaire, et peut-être que les verbes de météorologie, peut-être que ces verbes à la troisième personne, je parle de Guillaume, je parle de Rosenzweig, je parle de beaucoup de penseurs et de philosophes qui ont essayé de redonner, Jespersen, mais aussi Gardis, qui ont essayé de redonner à cette troisième personne un statut. Et le pari que je formule à la fin de ce texte, c'est que peut-être, si on prend au sérieux cette nouvelle ontologie du langage, on pourra inventer une scène grammaticale de l'éco-poétique digne des poètes qui sont dans le numéro. Merci beaucoup. La deuxième section du volume s'intitule « Pluie, poésie ». Je vais accueillir Cécile Ménardi, non seulement pour qu'elle lise le texte qu'elle nous a donné, mais aussi pour rappeler la merveille d'un petit livre, parmi tant d'autres qu'elle a écrit, qui s'intitule « L'homme de pluie » et qui porte, en guise de 4e de couverture, « À l'intérieur duquel il pleut à l'extérieur ». À l'intérieur duquel il pleut à l'extérieur. Cécile est aussi l'autrice de ce tout petit poème visuel, La pluie qui tombe de A à Z, qui pourrait tout à fait décrire la foule qui se presse dans nos pluies, de à Aristote à Zanzotto. Merci beaucoup, Cécile Ménardi. Merci Marielle pour ta présentation. Alors c'est vrai que je vais te décevoir, mais je ne vais lire ni L'homme de pluie, ni même ce petit, comment l'appelais-je, petit précis de pluviométrie textuelle, qui était un projet, d'une part parce que c'est un texte, je vais dire technique, ou spéculatif pour employer les grands mots, ou métaspéculatif, dans lequel je m'amusais dans les années 2000 à voir le degré de précipitation qu'il y avait chez tel et tel auteur. Donc il y avait notamment beaucoup de pluie chez Maupassant, moyennement de pluie chez Flaubert, et chez Proust, je pensais qu'il n'y en avait pas, mais il y en a. Et ça n'est pas tant en termes de débit ou de quantité de précipitation que les auteurs se distinguent, plutôt qu'en termes d'univers mental, de cosmogonie mentale, voilà. Donc c'est un texte que je préfère laisser appréhender en lecture, comment dirais-je, mentale plutôt qu'orale. On est à la Maison de la Poésie, je me suis dit je vais lire quelques poèmes. De la blondeur, donc. De la blondeur, et la pluie qui tombe de A à Z, c'était un hommage à Brothers, donc c'est amusant que vous l'ayez mis. Il faudrait imaginer qu'il ne neige rien en particulier, qu'il ne neige que l'action de neiger. En d'autres termes, qu'il se mette à pleuvoir sur Gênes, Genova. En plus de la pluie, son intemporelle, photographique façon de pleuvoir. Je sais qu'il y a des mots exprès pour faire voir cela directement soustrait à la pluie. Il n'y a maintenant plus qu'elle qui nous relie et nous abrite de l'intempérie d'être à un endroit particulier du texte, à un seul endroit, l'un sans l'autre, qu'il y neige ou pas du futur, ne serait-ce qu'un mince, très mince cône. Créer cette espèce de phénomène météorologique dans la langue,
C'est dans un air sous-oxygéné où j'entends comme jamais les balles de tennis résonner sous le préau vide du possiblement plus. Et nous porter poétiquement disparus jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'asthme, le déhanchement pulmonaire de l'âme dans quoi c'est pris, jusqu'au désir ballant dans l'image noire et blanc de l'été. Juste, on n'a jamais écrit un livre comme ça juste pour trouver un dérivatif à rien. Il faudrait imaginer qu'il ne neige rien en particulier, qu'il ne neige que l'action de neiger, qu'à proprement parler, il neige, comme on dirait, il est 3 heures, ou dans une ville au carrefour de laquelle aucune poussière, feuille d'arbre, page de journal ne serait là pour s'envoler, il vente. Une neige sans flocons ni particules, qui n'enregistre que la façon spéciale qu'a le présent d'être là, dans la façon qu'il a de revenir, de toujours se remettre en place, comme les rideaux en liane en plastique multicolore retombent invariablement dans leur axe, qui donnerait l'heure sans heure du présent. Il neige, comme réponse à la question « Quelle heure est-il ?» Qu'il ne neige rien, supposant qu'il neige au moins de la présence, supposant qu'il neige du présent, supposant qu'il neige la présence du présent, jusqu'à ce que la présence du présent finisse par se passer du présent lui-même, dans les interstices. Voilà la neige comme j'aimerais savoir la dessiner. Puis un petit poème d'amour, on ne se refait pas. Il y a des informations décisives et faramineuses dans le spectacle de la neige qui tombe, pour lequel, comme pour une télé, je n'ai pas de décodeur. C'est pour cela qu'on la regarde sans raison, de manière un peu trop prolongée, sans qu'aucune forme ne s'y construise, ne s'y dessine, des informations qui, à n'en pas douter, ont à voir avec l'amour. Voilà pourquoi toi, que je ne vois plus, ou comme derrière une tenture, une portière, un capot de neige, j'ai décidé de t'appeler par un autre prénom, j'ai choisi Jean Neige. Écrire, est-ce prendre du poids en neige ? Aussi lente qu'elle tombe, aussi lent soit son tombé, la neige, soit la totalité de ses flocons, c'est toujours comme les touches en peinture, anticipées sur son intention. Est-ce alors parce que la neige tombe toujours anticipée par son intention, anticipée sur son intention, qu'on peut si facilement réceptionner ces flocons dans la bouche, parfois un, parfois plusieurs à la fois? La neige, soit la totalité de ces flocons, s'appelle neige. T'appelles-tu de ton prénom comme la neige, soit la totalité de ces flocons s'appelle neige? Ton prénom, est-ce par poignée ou par flopée? Écrire, est-ce prendre du poids enneigé? Un flocon est ce qui permet à la neige de neiger, comme ton prénom est ce qui permet à mon cœur de battre, de bredouiller dans une autre langue. Légérissime mot neige, Jean-neige est le nom de celui que j'aime. T'embrassant, j'enneige et je déneige ton prénom. Voilà ce que cela veut dire. Le mot amour reste le mot amour. Le mot amour reste le mot amour. Le mot amour reste le mot amour. Merci Cécile Ménardi. Et on rappelle que la deuxième édition de La Blondeur, qui est parue il y a 3 ans,
comprend une postface de Stéphane Bouquet, et des extensions critiques à la blondeur. Nous accueillons maintenant Jinjali, qui est membre de notre comité et qui a écrit des poèmes pour ce numéro. Merci Jinja. Merci beaucoup. Je vais lire avec vous parce que... Oui. Et Jinja, est-ce que je peux dire que ce sont des poèmes qui sont nés du fait d'avoir retrouvé une sensation climatique, une certaine sensation climatique, que peut-être tu vas nous expliquer, orientale, en bord de Loire. Merci beaucoup. Donc la série a pour titre La pluie, Chigoulet de Main-sur-Loire. Chigoulet est un de ces mots de saison, Kiko, dont l'utilisation est obligatoire pour la composition d'un haïku classique ancien. Littéralement, il signifie, donc Chigoulet signifie pluie de temps. Mais en réalité, et paradoxalement, il s'agit d'une pluie de non-temps, de contre-temps. En effet, le Chigoulet qui tombe au Japon lors du passage de l'automne à l'hiver prend la forme d'averses froides, inattendues et irrégulières. Pendant des semaines, son intempestivité empêche les gens de partir à temps, de rentrer à temps, de vivre à temps, de mourir à temps. Depuis mon retour du Japon en France en 2023, j'ai assisté à 2 reprises avec grand étonnement à des saisons entières de Chigoulet à Main-sur-Loire où j'habite. J'ai donc composé cette série de haïkus pour chanter l'atmosphère de poésie classique que le changement climatique m'a donné de vivre un peu contre mon gré. La pluie Chigoulet de Main-sur-Loire, -4. Une pluie terreuse et une pluie terreur et une pluie terrasse, mot à soi-même n'ajoutant rien, et une pluie terre à terre et une pluie en terre battue. -3. Retrait de la pluie, je bâtis mon souffle avec une graine à retardement, j'efface ma parole donnée avec la main noire des oiseaux. -2. Ferrer la pluie, une aspiration épineuse, des roses fanées hameçons. -1. Les mots me trompent. La pluie Chigoulet du verbe, altéré et rétabli et allégé, me sera une expression heureuse, certaine et dissolue. 0. Le goutte trop poli ne tremble pas bien. Mal aux yeux, je suis incapable de tomber sans arrière-pensée dans l'arrière-plan. 1. L'automne se transforme en hiver sous la pluie d'automne. Grand éveil, la sonnerie d'un micro-ondes au bout d'une impasse. 2. Tous les bruits qu'on entend par la fenêtre ressemblent à une pluie d'automne. On ne sait pas s'ils reviennent du loin ou s'ils retournent au loin. 3. Réveillé dans l'obscurité, le siesteur essaie d'atteindre quelqu'un, les yeux fermés. Les yeux fermés, il atteint son écritoire. 4. Une cage à pluie en fer. Celui qui questionne lève les yeux en longeant un barreau et dit à un autre barreau « espace ». 5. Cette eau rendue plus blanche par l'automne, plus blanche ou plus vide, blanche, coulante, et simulacre au crépuscule du mois d'une rivière. 6. La fenêtre de la langue maternelle s'incline comme celle d'un vieux port. Les petits oiseaux noirs s'inclinent et coulent. Les petits arbres noirs s'inclinent pour mieux flotter dans le petit ciel noir. 7. Début de la saison des pluies. La laisse d'une promeneur de chien, aussi tendue comme la corde d'un cerf-volant,
barre le chemin boueux que je vais prendre. 8. Un petit poème pour Claude Mouchard. Inondation d'automne, je pense à Claude Mouchard. Un grand cadenas de vélo en forme de U, verrouillé au dos d'un banc près de la Loire. Et dernier poème, pas dans la série, mais pour aujourd'hui, 9. Un potager en zone inondable. Le vieux Ibrahim, grâce à la pluie, a réussi à dénuder la boue d'un vieux fil électrique. Merci beaucoup. On va écouter maintenant un travail de traduction de Lucie Taïeb qu'elle va nous présenter. J'en profite pour dire quand même, Cécile n'a pas lu le texte du numéro, mais merci beaucoup pour ce qui est venu en plus et ce qui a neigé sur tout ça. Mais par exemple, dans son texte, elle rappelle que dans pluviométrique, il y a métrique. Bonjour, merci de l'accueil de ces textes dans ce numéro de poésie. Donc il s'agit de textes d'un poète autrichien, comme son nom ne l'indique pas, puisqu'il s'appelle Peter Waterhouse. Mais ce nom-là le prédestinait peut-être à écrire sur l'eau, en tout cas. Et ce sont 3 poèmes extraits de son premier recueil, paru en 1986, et qui s'appelait Passim. Communauté des étoiles. Promenade signifie le ciel met des chaussures et de plus grands déplacements on court. On pose une étoile dans les pensées. Les arbres pourraient donner la meilleure réponse. L'eau est aussi une rue. Dans l'œil de la coccinelle, lui, un éclair très personnel, le piéton, et sans doute un fauteuil étiré en hauteur, la forêt, a des jambes épaisses. Nous nous perdons de vue et n'avons jamais été si proches. C'est au moins à une souris sauteuse que je pense. Lorsque les étoiles forment une famille, incidemment, elles donnent un nom. On est de l'étoile, la chaussure baptisée, ou on attache les lacets de l'étoile. Sur une tête, on met le chapeau qui convient. Le chapeau est bientôt encore le chapeau, mais de grands déplacements, on court. La nuit est un chapeau pour le jour, le soleil se lève sur une tête chauve. On doit cependant être la souris sauteuse pour rester en communauté. On s'embrasse de bonne langue, mais la langue est courte. Tout va jusqu'au soleil et se déplace dans l'œil perdu. Ce que nous ne sommes pas en tant qu'herbe, c'est cela l'herbe. Ce que nous ne sommes pas en tant que pommier a ce nom. On voit quasi le fruit en nous. Les bustes des cavaliers sont quasi sur de demi-chevaux. La poche du pantalon est aussi un ciel nocturne. On ne confond avec rien le bel œil, ou le jour, ou le feu, ou la chaussure qui couine, ou la souris en tant que baptisée. Ici, il nous va bien d'être sans chapeau la nuit. Tomate au réveil. Réveil. Ceci est lumière, et la lumière, ce n'est pas moi. Où la ville s'achève, se tiennent les stations-service, yeux ouverts. Les champs se couvrent de tomates, ouverture des graines. Un scarabée se signe, maïs. Lorsque tout est ainsi et très vide, une beauté, où il n'en est aucune. Un cœur pour les yeux, un chat,
une taupe, une paille ou paillasse, lorsque tout est ainsi, on peut être sans vie, sans savoir de peine. Le mot plus vaste, les merles le disent. Ce qui se tait résonne très fort. L'œil le plus clair, nul ne l'a vu. Nous dormons toujours et encore. Un jeu de lumière sur la peau d'un oignon signifie, s'il en était ainsi, bien que les nuages passent, immobilité des maisons, le monde dans la carotte sans nom, à certaines conditions variables sur de vastes domaines de silence, beaucoup de choses avaient un goût suave qui attirait dans nos bouches, qui nous a écrasé les yeux, qui nous a transformés en pieds de biche ou bouche de fer. L'instant vient, sommes-nous prêts? La nuit a-t-elle été assez noire? Ce qui n'était pas à dire est-il resté non dit assez longtemps? Étions-nous aussi imprévisibles qu'un champ de pois? Coureurs de lièvres, aéroplane à chaussures, tels étions-nous, quel qu'en soit le sens, sans motif, avec entrain, vite en retard, assez dépourvu de cœur pour perdre plus de cœur encore, un chat dans la paille, presque sans intention. Nous dormons toujours et encore, c'est peut-être bien. L'année, au zénith, croisée à pas de souris en hiver, est notre œil fermé, et nous sommes ravagés, froid, feu. Nous ne laissons rien paraître, nous nous éveillons et ressemblons juste à des tomates au réveil. C'est pure lumière, et la lumière est un autre. Comme si nous étions maintenant, nous poursuivons. En groupe, on nous dirait ciboulette, les nombreux amis dans l'herbe. Nous fonçons dans les belettes et pissons hors des chevaux, dehors. Nous nous éveillons, vaches. Nous allons dans les piétons et saluons avec les mains. Ne pas arriver. Tandis que nous approchons de la plus belle manière, nous nous éloignons. Le plus beau est un soleil, sa façon d'être de l'autre côté, ainsi, alors que la tête est si chaude. Quelque chose est venu sous forme d'un rayon, sous forme d'une adoration où rien n'est, une exclamation. Où sont les mers? Nous nous déroulons comme des vagues. Il y a là une plage vaste qui s'appelle autrement. Nous sommes très secs. On doit vraiment regarder dans la direction opposée, une sorte de direction arrosée. Couleur, gros temps total. Il y a aujourd'hui un continuum d'éclairs. Nous sommes expressément bruyants. Nous sommes bruyants comme le soleil. Ce qui est habituellement ne se courbe pas, se courbe. Moins devient plus. On explose à l'endroit des jambes et se nomme celui qui marche. La marche est incluse dans une entité plus vaste qui explose et cela s'appelle planète. Avec les bras écartés, avec les yeux sauvages, goût de tout. Une ouïe superbe est certainement dans les oreilles, les avenues accourent dans la main, la pensée s'applique aux plus grandes villes par le sens du toucher. Ici, souvent, nous nous sommes enlacés et il y avait pourtant quelque chose d'incertain alors. Il y a manifestement une boucle, a loop, un double espace, deux têtes, two heads, une pause définissable, un contre-cœur, counter-heart, une nuit claire, bright nights, en tant que monde, une vaste signification et on ne peut pas dire comment nous vivons. Nous vivons dans des automobiles et nous nous asseyons avec nos nez droits, à côté d'autres nez droits. Des pommes sont douces, cela, souvent, nous l'avons dit. Nous sommes de grandes fleurs lorsque nous patientons dans les boutiques de fleurs. Nous buvons l'eau en haut et cela ne veut pas dire grand-chose.
En nous la rotation, revolving in us, d'un point fixe, punto, défini de façon copernicienne. Rome tourne d'abord jusqu'à Dublin, partout. On en connaît par le nose, et cependant lui aussi est incertain. Le plus petit grain de sable nous divise. Eh oui, nous sommes, parcourant la plage, loin, en dehors de nous, la mer est si bleue. On doit porter et faire circuler un bon flux respiratoire. Tout allume tout, ainsi vient le jour, jour où rien ne se touche. Prenons place. Nous pourrions presque nous rétracter. Merci beaucoup, Lucie. J'ajoute au sujet de la pluie que le numéro est publié en hommage à Jacques Roubaud et comporte l'un des poèmes qu'il avait donné pour les enfants, qui s'intitule « Rondeau de la dernière goutte de pluie ». La dernière goutte de pluie, sait-elle qu'elle est la dernière ? Elle se hâte vers la terre, derrière elle le soleil luit. Déjà les grands arbres s'essuient, pendant qu'elle tombe légère, la dernière goutte de pluie. Au creux d'une feuille de buis qui l'abrite de la lumière, elle s'évapore sans bruit, la dernière goutte de pluie. Vous voyez à l'écran un dessin de Liliane Giraudon qui ouvre la dernière section du volume qui s'intitule « Le temps se gâte » et qui commence par une réflexion de Tiffaine Samoyau qu'on a déjà citée plusieurs fois parce que le titre qu'elle a donné à son propos et la réflexion que ce titre enclenche suffit à créer une zone nouvelle de notre cerveau-langue puisqu'elle a intitulé son texte « Le temps qu'il ne fait plus ». Merci Marielle. Effectivement, j'essaye de réfléchir dans ce texte aux expressions communes et courantes du temps qu'il fait. Et parmi ces expressions du temps qu'il fait, il y a beaucoup d'expressions du temps qu'il ne fait plus. Et donc je travaille d'abord à partir de l'expression « il n'y a plus de saison ». Et simplement, ces expressions du temps qu'il ne fait plus ont considérablement changé d'impact et de sens ces dernières années dans un contexte de dérèglement climatique et d'énoncés qui étaient fatiques, parfois mythologiques, ils sont devenus dramatiques. Et c'est ce changement de direction des expressions communes du temps qu'il ne fait plus et ce qui m'a intéressé dans cette petite étude et dont je vais vous lire 2 très courts extraits. Un qui est assez amusant et puis un autre un peu moins. Il faut deviner lequel est drôle et lequel ne l'est pas. J'espère que vous allez comprendre. Donc je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, et c'est peut-être dans les régions tempérées de l'ouest de l'Europe une des marques sur le langage et le discours du dérèglement climatique, mais toutes les personnes d'un certain âge, nos aïeux en tout cas, éprouvent qu'ils ou elles connaissaient, enfants, de vrais hivers. Je me suis souvent révoltée contre ces affirmations qui faisaient passer mes propres hivers pour des faux. Je cherchais des explications. On était moins chauffé autrefois, moins bien couvert. On embellit tout ce qui remonte à l'enfance. Pourtant, même un intellectuel comme Barthes peut l'affirmer, aussi platement, naïvement, gentiment qu'il le fait dans le texte que je lis maintenant. J'ai connu à Bayonne des saisons extrêmement tranchées. J'ai des souvenirs d'été radieux. Et je dirais que j'ai même connu à Paris dans mon enfance des saisons extrêmement tranchées. J'ai des souvenirs d'hiver à moins 10, 15 degrés. Maintenant, je dirais que je n'ai plus froid, place Saint-Sulpice, par rapport à ce passé.
Et même cette année, je n'ai plus froid. Quelque chose a disparu. Je me demande si lorsqu'on entendait il n'y a pas si longtemps, dans mon enfance, les saisons étaient franches, il y avait de vrais hivers, les personnes qui prononçaient ces phrases avaient l'intuition que quelque chose allait vraiment changer. Si était logé quelque part dans le cerveau, le mythique reptilien, un savoir primitif du changement climatique. En d'autres termes, si le rapport individuel du temps qu'il fait au temps qui passe est aussi un savoir collectif, global, un invariant anthropologique. Récemment, j'entendais une amie québécoise dire exactement la même chose à propos de Montréal. Il n'y a plus d'hiver comme autrefois. La phrase témoignait d'une cause extérieure au sujet qu'il a prononcé. Elle n'était plus cette impression vague que le temps qu'il a fait était moins incertain et plus franc que le temps qu'il fait aujourd'hui. Elle devenait la preuve, vérifiée en un lieu, du changement climatique. La prévision météo devient prévisionniste. Une journée ensoleillée en février n'est plus perçue comme oasis de douceur dans la longue grisaille de l'hiver, mais comme le signe dramatique du réchauffement de la planète. Nous ne pouvons plus faire corps et cœur avec la variation, puisque le temps n'est plus changeant. Il change. Merci, Tiffany. J'ajoute que le texte de Tiphaine est aussi une réflexion sur les dictons et sur la manière dont ils s'éloignent de nous. Et maintenant, on va écouter Jean-Patrice Courtois, qui est un de nos très grands éco-poètes, un aussi de ceux qui ont, avec Michel Deguy, parlé les premiers de la dévastation du monde et du temps. Il nous a donné 2 textes, Jean-Patrice. Un texte de poésie, un texte de prose, sur ce qu'il appelle la dédéfinition de l'air. Merci Marielle, merci de m'avoir invité. Alors je vais vous lire quelques paragraphes et extraits du texte de prose que j'ai appelé Prose météo, dont le principe est d'entrelacer des réflexions strictement écologiques avec des réflexions sur la littérature, la poésie, et de trouver une espèce de tour de méthode qui me permet de passer de l'un à l'autre. Il y a une petite épigraphe que je vous lis. Et qu'est-ce que je ne perçois pas aujourd'hui? Si seulement je le savais. Robert Adams, pourquoi photographier? J'ai marché dans les journaux cherchant un oxygène d'encre. On y trouve beaucoup maniant l'œil qu'on peut. Rues, bois et livres y sont présents et sont des espaces ayant en commun l'espace. Et dans tout ce qui émane des instances marchantes, on peut lire. J'ai aussi marché dans des livres. Affirmons le regard emboîté et montrons-le. Ne dit-on pas les rivières atmosphériques pour désigner les flux aériens chargés d'eau qui, depuis les Caraïbes, apportent ensuite en Europe les pluies, formant ainsi des vents de pluie? Eliane Broom ne dit-elle pas qu'en Amazonie, la ligne de front de la bataille la plus décisive, l'arbre de vie, le sumaoma, rejette jusqu'à 1000 litres d'eau par jour dans l'atmosphère? Oui, les arbres font la pluie, formant des rivières volantes qui alimentent les pluies de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, dit-elle, ce sont les fumées des incendies que ces rivières transportent jusqu'à l'extrême sud du Brésil et des pays voisins. En mapuche, il n'y a pas de mot pour dire miroir. Mais si l'on demande s'il y a un mot pour dire reflet, la réponse est oui, il y en a un, et cela se dit eau après la pluie. L'OMM, Organisation météorologique mondiale, a déclaré « il n'y a qu'une seule atmosphère, et la même pour tous ». Par voie de conséquence, cette déclaration solennelle implique ainsi que ce qu'on y injecte aura un impact sur d'autres variables du système climatique. C'est invalider la géo-ingénierie et le technosolutionnisme par l'affirmation que l'atmosphère est faite de constituants fermés
pour et dans un seul espace. Le regard exige toujours l'exactitude des observations, mais l'urgence a pu, selon les lieux, changer le sujet et l'objet du regard qui, à leur tour, change la nature de l'exactitude et de l'observation. Il y a des forêts de Posidonie en Méditerranée. C'est une plante et non une algue. Sa disparition est une disparition de l'atmosphère sous-marine, de l'équivalent atmosphère sous l'eau, et des vivants autour. Il y a de l'oxygène sous l'eau. On respire sous l'eau. La Posidonie capte le dioxyde de carbone. Elle appartient de plein droit et de plein exercice aux herbiers sous-marins des côtes méditerranéennes. L'observation est simple. Les ancres arrachent les herbiers et cela crée des cicatrices et des saignées où s'engouffrent les courants. La qualité de l'eau dégradée, la pêche, les aménagements des littoraux font le reste. Deux techniques de réparation coexistent, ce qui implique que les vivants de cette nature admettent deux exactitudes en partant d'une même observation. Les fragments vivants sont retricotés et disposés sur des agrafes métalliques biodégradables nécessaires pour qu'elles grandissent, puis elles sont replantées racines vers le bas et feuilles vers le haut. C'est le repiquage. L'autre technique est celle du bouturage, en œuvre dès 1992. Heike Molenaar l'a décrit. On prélève dans un herbier sain un peu plus loin. Cela nous permet de connaître l'historique de chaque bouture. Et surtout, il faut planter les herbiers proches les uns des autres, car ils ont un comportement grégaire pour s'auto-stimuler. Restauration faite, la cascade recommence, la plante ne forme pas une simple prairie, mais une forêt gigantesque de la taille de la Suisse, dit Johann Schiess. Le vivant appelle le vivant. Les herbiers de Posidonie sont des végétaux sociaux, comme les coraux sont des animaux sociaux. Vers les célèbres, on replante des coraux sur des étoiles de fer, et ils grandissent aussi vite que les coraux dits naturels. Dans des eaux peu profondes, pour aller vite, car les coraux meurent à la lumière prolongée et à l'air. La restauration non perturbée refait coïncider l'observation et l'exactitude en une série de gestes qui les font alterner. On observe encore après avoir bouturé ou repiqué. La perturbation, quelle qu'en soit l'origine ou la nature, ne s'occupe ni d'exactitude ni d'observation qu'elle néglige, mais produit une exactitude mortifère de destruction. La perturbation-destruction est un geste d'intervention dans la trame de la Terre, je cite, envers du songe sur la Terre. L'observation et l'exactitude sont toujours des gestes de trame et de souci de la trame. Les biologistes couturiers tâchent de refaire le tissu avec des fragments de fil de trame, l'artefact, qu'ils associent avec un fil de chêne, la Posidonie ou le corail. Souvenons-nous que tisser veut dire exactement donner une étendue au fil. Un vivant entremêlé d'artefacts fait reprendre vie au vivant. L'exactitude de l'observation engendre un point de vue lorsqu'apparaît le vertige de la destruction. Le tissage éthique affronte dès maintenant l'atmosphère de requiem antidaté. Les écrivains et les poètes ont multiplié les gestes aboutissant à une trame indiquant la nature. Pavese a incisé le problème aussi en parlant peinture à côté de la poésie, en remarquant la puissance de greffe sur le terrain de l'art, déployée par la civilisation paysanne de la campagne italienne d'autrefois. Il écrit le 26 février 1950. Tour en Toscane, Émilie. Pensez à l'essai sur la poésie et la culture populaire. Pensez surtout au rapport entre pays natal et culture, aux racines paysannes, botaniques et minérales de l'art, à Florence, Rovezzano et dans le Valpesa, Elsa, etc., à Sienne, senti comment un art de cette terre est né, campagne qui devient Grasse, florentine et siennoise. Mais quand une civilisation n'est plus paysanne, quels seront les rapports radicaux de sa culture? Sommes-nous désormais hors de l'influence botanique, minérale, saisonnière qu'un pays exerce sur l'art? On le dirait. Une part du lien poésie et peinture est visible, mais une part est invisible. Pour la poésie, il faut peut-être recourir aux mythes et aux poètes Orphée
pour en saisir la profondeur temporelle et ramener l'invisible au visible. Orphée, nous disent les anthropologues de la Grèce ancienne, agit non seulement sur le règne inanimé ou minéral, mais aussi sur les deux autres règnes. L'adresse d'Orphée poète est vouée aux trois règnes, comme la fabrication de la lyre elle-même, aux yeux des Grecs, faite d'un matériau qui provenait du règne minéral, mais aussi du matériau végétal, roseau et bois, et aussi animal, peau de bœuf et boyau de brebis, et donc par voie de conséquence. La lyre contenait en elle les trois règnes de la nature. Le botanique et le minéral de la Toscane Émilie de Pavese sont donc à leur tour contenus dans l'instrument et le poème orphique, ce qui pourrait ouvrir la voie à une continuité historique mythique de la poésie populaire avec la poésie orphique, conçue dans son rapport adressé à la nature, qui s'en trouverait conservée, gardée et apaisée. Merci. Nous allons maintenant écouter un poème de Benoît Gréant intitulé « Flotte » et qui se place sous la gouttière d'une autre crise, la crise migratoire en Méditerranée. Merci, Benoît. Merci. Flotte. 1. Beau temps fait rage au grand jeu des climats, des continents dérivent où crapote un zodiaque. Changez le cours, nerfs incendiés, mes bras ballants. D'un rafiot défiant les solstices, tendre la toile et tirer les fils, corps aériens, tempêtés sur l'abîme, où gronde un spectre en chaleur. S'élancent en masse les troupes nordoyantes sur la pointe émergée du continent Rado, juge partial, planant déluge, un océan refait son lit. Aux îlots naufrageurs ajustés, terre promise et paradis perdu, pensée, carcasse entre deux mers, malaxée, peine à jouir et peau neuve. Même encastré des marées d'équinoxe, dans l'entretemps des montres molles, menacer les sous-paradis, combler les mi-saisons. Haussant la barre ou fronçant les sourcils, on récite épopée d'autres temps, se prend la langue au vers noble et repu, naufrage, écume et brume. Nu, s'immerger dans l'océan, couver la vague au creux de l'aine, gorgé d'embrun, de lèvre à plèvre, se dissoudre, immanence en suspens. Traversant tête haute un ciel bas, creuser son trou, par-delà les nuages, remiser sans appel un Dieu sourd, s'ébrouer, mort et vif. 2. Mer d'huile et plomb dans l'air, remonte un noyer flou, pense à sous-vie, lessivé de salive, œil méduse et pieds tors. Orage et déluge aux archives, on sèche en terre inconnue. Ce nouveau monde est-il forcément vierge? Oubli d'une dette incendiaire. Bruisse, mer en appel. Dans ses reflets, l'espèce en fuite. Prendre pied sur un banc de nuée, mais au reflux, l'abysse. Assise à pic, une humanité blette couvre une chute prisonnière. À contre-jour, un nu débrouille d'intime renaissance. Que caracolent des cabanes au crochet des torrents de vent, pied sur terre, un géant monolingue assènera le dernier mot. On démonte un échafaudage, découvre un vide éblouissant, des nus indécis sans kylose se repaissent de terre à terre.
Sommeil, sous le sommeil, à la nuit purifiant la nuit, d'une voix blanche, un air à renverser les mots, retourner l'oméga dans l'alpha. D'un floc infime au flanc de la montagne, renflouer l'océan résurgent, l'arche fantôme et monoplace quitte un dernier sommet. Et pour notre avant-dernière lecture, nous sommes très heureux et honorés d'accueillir Elke Derrick pour un poème qui va de Bruxelles à Venise. Bonjour, merci à Stéphane Bocquet et Marielle Massé pour l'invitation et à la revue Poésie. Je vous lirai 3 poèmes de Venezia, Veneto, 45 degrés longitude, 12 longitude nord, 12 degrés latitude est. Ce sont 3 textes qui ont été écrits l'été passé. Météo, ce vendredi 12 juillet, est ton crâne tombé dans la nuque pour mesurer la largeur d'un jardin d'hôtel à Abano. Un cèdre courbé, plus haut que le 5e étage, défie un grenadier orange qui fleurit dans les filaments atmosphériques. Ce qui les relie est invisible et sur le point de s'effondrer, tirant chaque saison un peu plus ardue. Tout s'écroulera bientôt selon les lois de la gravité. Que reste-t-il pour s'orienter ? Peut-être le transat jaune au peignoir orageux, seul centre vers où glisse mon corps. Mes yeux bouclés sortent de la terre chaude qui crisse pour se niveler sur sa longueur d'onde. Les balcons de l'hôtel qui dérivent du niveau à bulle verticale surveillent tristement mes péripéties. Est-ce que je louche ? Ou est-ce la chaleur qui met sous tension les collines Oganei tout près ? Il y a des gens autour, certes, éparpillés en habits spongieux, la plupart à dos tourné, comme moi-même, dos tourné à moi. Mais ce n'est pas ce qui attire mon attention. C'est l'eau de la piscine qui fume à 32 degrés. Ma mort, près de Venise, fait des rots dans une cavité de mosaïque à dauphin. Bleu belle, souriant comme un ciel, presque. Tout gonfle sous l'éclair chauffé de l'air, dans lequel chacun ici progresse théâtralement, conversant ou détourné, ou s'épille sous les nuages, éclaté autour du trou céruléen sur l'autel. Une température est ce que je vois sous la forme d'une 50aine de chaises longues émiettées sur le gazon libellule. Une température, est-ce ce que je vois ? C'est-à-dire des cônes de pain en adolescente croissance à ma étoile qui résiste au non-vent. Mon corps de l'ombre épouse chaque matière et respire sous le feuillage tiède du grenadier. Indécis quant à où il se trouve, mais décidément pas en lui. Frôle l'acre d'un climat
et cherche où s'attarder, mais où? Où, jour après jour, tu constates que le soleil ne suffit plus à décontracter ton visage. Sourire aujourd'hui, c'est-à-dire tracer une ligne horizontale dont la commissure doit se relever, te coûte. C'est pourquoi, sur le départ de Venise, tu t'es assise au bord du canal pour accroître ta luminosité dans la focale de ton appareil photo. Mais l'eau et la beauté inondante n'opèrent pas comme les années précédentes. Les canaux creusent des galeries sous tes yeux qu'aucun rayon d'été ne soulagera. C'est comme si un ordinateur s'était incrusté sous tes cavités oculaires. Il te faudra vivre avec cette grisaille au plein centre de ton visage, ce qui te contrarie. Ta météo interne, dépendante de ton combat sans relâche et les nouvelles afférentes qui ne cessent de te parvenir, est nerveuse. Malgré la douceur encore lisible sur ton visage, ta douceur toujours réelle, enfin, c'est ce que tu penses, mais dans le vent roulé sous ta paupière campe de la sombritude qui trahit ton véritable état. Modulable et irrégulier, faux vrai comme une toupie méconnaissable. Toupie d'une attente qui dure, surénergique qui épuise ton adrénaline, moins 1,8. Ronge tout simplement ta paroi abdominale. Pourquoi continues-tu à activer tes pattes sur ce clavier, jeter des bris de ta cervelle dans les prairies publiques? Ta vie te l'a déjà dit, cette mission est bien trop grande pour toi. De plus, ta lune de scorpion te contrôle, genre sévère et lucide dont tu pourrais te passer, mais pas moyen de l'amadouer. Tu sais qu'elle déteste être contredite. Susceptible comme elle coupe les cordons si la température n'est pas à point. C'est elle qui décide de ta météo et de l'essentiel. Par exemple, si tu dois te sacrifier ou pas. Aujourd'hui sonne la cloche d'un sacrifice. Et ce n'est pas pour l'amour. Merci. Merci beaucoup, Elke. Et notre dernier invité, c'est Jean-Claude Pinson, qui n'avait peut-être pas prévu d'écrire sur ça quand on lui a proposé, mais qui a fait l'expérience d'une grave inondation dans sa maison qu'il n'a pas encore retrouvée. Et il nous a donné un texte qui parle de cette crue-là, au gré des ondes. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ondoyer d'eau boueuse. Pas une simple aspersion, non, une évangélique immersion. La banale Sauzet, le ruisseau local, soudain se prenant pour le biblique Jourdain. Et tant pis si ces eaux mélangent eau de pluie plus eau usée. Inattendu baptême du prénommé Jean. Du vécu, du vrai, météorologiquement localisé, daté. Le 9 octobre, très exactement, vers 15 h, au lieu dit Le Cormier, commune de la Plaine-sur-Mer. Pluie sans discontinuer dès le petit matin. Très noirs nuages déversant leur trompe d'eau, déluge
pour une fois, le mot pas usurpé. Revenu trempé de ma marche quotidienne sur la plage. Kirk, la tempête annoncée, entrait pour de bon en action. Pas vraiment une tempête d'ailleurs, un ex-ouragan venu de l'océan tropical. Dans l'après-midi, le maigre ruisseau n'en peut mais, brusquement gonflant, orgue barbare, gonflant tous ses tuyaux. Rien pourtant qu'un minuscule Bach, ruisseau en allemand. En 20 minutes, toute la rue, pompeusement baptisée avenue, transformée en torrent. Autoportrait en mode sauf qui peut. Septuagénaire en slip, sous pluie battante, avançant dans le bouillon boueux, de l'eau à mi-corps, ayant eu tout juste le temps de rassembler à l'étage quelques affaires, quelques précieux papiers, le tout dans un sac enfourné. Tâchant, dérisoire Triton, de progresser dans le courant jaunâtre, guidé, l'ancêtre, par un serviable jeune homme, un voisin venu à son aide, et tirant lui une planche de surf, arche précaire, où Noé, in extremis, aura pu déposer le baluchon, où fort opportunément, il aura glissé le pantalon qu'il enfilera une fois au sec sur la route qui longe la mer, digue protégeant des grandes marées, où il a eu le temps, et la good idea, soufflée par je ne sais quelle muse prosaïque, de garer son véhicule. Il ne reste plus, en avant la musique, qu'à prendre le volant. Adieu, béni lieu balnéaire, direction la ville, où bien connu des riverains de Loire le phénomène des crues énergumènes. Détour, car routes inondées, non sans un rond-point, où ne lui aura pas même été épargnée l'ironie d'un camion exhibant bien visible la devise de son entreprise. VST, habiter mieux pour longtemps. Renseignement pris plus tard sur la toile, il aura appris que c'est une coopérative d'artisans de Vendée qui pose des cuisines et des salles de bain. Notez l'adresse, à tout hasard, ça pourra servir. Car cuisine, salon, salle à manger, chambre à coucher, tout à refaire. Cher Castor, vous aurez beaucoup manqué au quartier. Vous, incontestables experts en travaux hydrauliques et barrages, vous, du lieu les plus pérennes habitants depuis belle lurette par les humains chassés. Années 50, 10 ans, pas plus, accompagnant mon père le dimanche sur les chantiers de la cité des Castors à Saint-Sébastien, où il allait exercer ses talents d'électricien, aidant des camarades de travail qui bâtissaient leur maison à la chinoise. La Chine, en ce temps-là, s'est en mise en commune. Sombre jour et nuit blanche, insomnie, pas même la force de lire. Musicothérapie, Bach interminablement, bienfaisant truitage du piano ruisseau dans la nuit, à la main gauche, ostinato, titati, titata, titati, titata. Mouloudji et Mistiche, faut vivre. En mode répétition, Dutilleux, son hommage à Bach, 5e pièce de la suite intitulée Au gré des ondes, Rue mineur, Ré mineur, de Bach, avec La mineur, une des tonalités favorites, mélancolique et sereine, calme triolet et flûtage équanime, murmure de ruisseau où l'on s'oublie et se recueille. De Venise, J m'écrit que là-bas, elle surveille les quais de la Giudecca, pas encore submergée par la Qualta. Oh, l'heureux temps où nous dînions à la Palanca, levant nos pieds d'un même élan pour que nos chaussures ne soient pas mouillées par la vague qui submerge le quai chaque fois qu'accoste, brassant les flots, un vaporetto. Et lui, qu'est-il devenu? Le hérisson que je voyais la nuit, lentement, sénatorialement, se hâter entre les parterres, ayant quitté le buisson où sans doute il avait fait son nid de feuilles. Noyé, bien qu'il soit, dit-on, bon nageur, pour lui, pas d'arche venant à son secours. Et le siècle coulait. Merci beaucoup.
et le siècle coulait. Et le numéro se referme, je l'ai dit très rapidement au tout début, par une série de traductions de poèmes du Brésil contemporain, poèmes d'inondation et de crue, qui répondent à celle de Jean-Claude, et qui expliquent le choix de la couverture, qui est la photographie. Alors c'est un peu plus... Enfin, c'est pas au même endroit, c'est une photographie d'Alonso Coupoul, c'est l'arrivée d'un ouragan. Et je voudrais juste terminer en 1 minute 25, je crois, avant qu'on se quitte, par la lecture qu'on aurait aimé faire à double voix avec Fernando Araujo, qui est un de mes merveilleux doctorants, qui m'a expliqué le retentissement du poème que je vais vous lire très rapidement au Brésil. Ça s'intitule « Il faut apprendre à rester submergé ». C'est un poème écrit par Alberto Puceu en regardant un surfeur sur la plage, un surfeur qui a mis la tête sous l'eau et qui reste un peu trop longtemps, un peu plus longtemps que d'habitude, sous l'eau. Et ce poème a circulé au Brésil, à la fois pour se donner des forces, pour que les gens puissent se donner des forces au moment de l'arrivée du fascisme au pouvoir, et aussi au moment de la pandémie. Il faut apprendre à rester submergé. Alors, deux strophes de ce poème. Il faut apprendre à rester submergé pour un certain temps. Il faut l'apprendre. Il y a des jours de soleil au-dessus de la planche. Il y en a d'autres où tout est chute, rouleau, machine à laver. Il faut apprendre à rester submergé pour un certain temps. Il faut apprendre à persister, à ne pas lâcher. Il le faut. Il faut apprendre à rester submergé. Il faut apprendre à rester là-dessous, dans le cercle sans lumière, dans l'ouragan d'eau qui te jette encore plus bas, là où se trouve ce qui défie les limites humaines. Il faut apprendre à rester submergé pour un certain temps, à persister, à ne pas lâcher, à ne pas trouver que le poumon va éclater, à ne pas trouver que l'estomac va éclater. Il faut persister, il ne faut pas lâcher. Il faut apprendre à rester submergé pour un certain temps. Il faut apprendre à supporter, il faut supporter d'attendre, il faut supporter d'attendre jusqu'à oublier le temps, jusqu'à oublier ce qu'on attend, jusqu'à oublier l'attente. Il faut supporter de rester submergé jusqu'à oublier que tu supportes. Il faut supporter de rester submergé jusqu'à ce que le capricieux volcan d'eau te repousse de retour en dehors de lui. Dans une traduction de Marcelo Jacques de Moraes. Merci beaucoup. Vous avez entendu les lectures et les discussions de Stéphane Bouquet, Claude Mouchard, Armelle Cloarec, Virginie Poitrasson, Cécile Ménardi, Djinjali, Lucie Taïeb, Tiffaine Samoyo, Jean-Patrice Courtois, Benoît Gréant, Elke Derick et Jean-Claude Pinson. Et pour finir, bien sûr, Marielle Massé. La revue remercie énormément Stéphane Bouquet et Marielle Massé pour ce numéro que vous trouverez en vente dans le hall à la sortie. On tient à vous dire merci pour cet accompagnement fidèle, nombreux. On a fait plusieurs rendez-vous cette année où vous étiez extrêmement nombreux. On en est très touchés. Vous nous permettez de continuer. Achetez la revue, abonnez-vous, faites-la acheter, rendez vos amis abonnés. Merci beaucoup à Alain, que je vous demande d'applaudir, qui a la technique à chaque rendez-vous. Merci Alain. Merci beaucoup à la Maison de la Poésie. On se retrouvera à la rentrée en septembre autour d'un numéro 193 absolument exceptionnel qui a été conçu par Choki Abdelhamir autour de jeunes poétesses de langue arabe contemporaine, un ensemble, un dossier, un numéro qui s'intitule « Mon corps, mon poème ». On vous souhaite une belle saison, à bientôt.